Partez. Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile 168. Je voudrais juste vous dire que nous continuons à beaucoup penser à vous. Nous attendons avec impatience la réouverture de l'Odyssée parce que sans vous, il n'y a pas de nous. Et le film dont on va parler aujourd'hui, c'est un film superbe que je rêve de pouvoir programmer à l'Odyssée depuis plus de 28 ans maintenant, qui n'a pas de distributeur. Alors s'il y a des distributeurs qui entendent, ce serait formidable qu'ils le mettent à leur catalogue. Et ce film, c'est un film qui s'intitule 7 jours en mai, qui est sorti en 1964 et qui a été réalisé par John Frankenheimer. 7 Days in May, avec l'accent anglais. Ce film est très intéressant, mais je voudrais juste saluer mon ami Dominique Young. Cher Dominique, bonjour. Bonjour. Qui, comme d'habitude, nous fait l'amitié et nous donne le privilège de venir faire ses suggestions en duo pour 7 jours en mai. Le film, d'abord un mot, si tu permets, Dominique. Il y a une pléthore d'actrices et d'acteurs qui sont très connus. Les actrices, les ladies first, disons, il y a Ava Gardner qui n'est pas dans un premier rôle, mais qui est toujours aussi belle, aussi séduisante et fascinante. Et puis il y a des acteurs comme Burt Lancaster, Kirk Douglas, s'il vous plaît. Burt Lancaster joue le méchant, Kirk Douglas joue le gentil. Frédéric March qui joue le rôle du président des États-Unis et beaucoup d'autres visages très connus du cinéma américain qui sont des acteurs expérimentés et éprouvés, notamment dans les seconds rôles de Hollywood. L'histoire du film est assez simple. On est en période de guerre froide et il y a toute une série de manifestations, soit pour soutenir le président des États-Unis, soit au contraire pour le critiquer, parce qu'il prépare un traité, il a signé un traité de désarmement, ou en tout cas de réduction de la politique d'armement avec l'URSS. On est en pleine période de guerre froide. La crise des fusées de Cuba vient de se terminer et il y a ceux qui soutiennent cette initiative en faveur d'une détente, si vous voulez, prise par le président des USA, et puis il y a ceux qui critiquent, et le leader de ceux qui critiquent, c'est un général qui s'appelle le général Scott, et qui est en même temps le chef d'état-major. Et très vite, on se rend compte, dès le début du film, que, il va y avoir des manœuvres, et que, en réalité, notamment sous couverture de participer à des paris de courses hippiques, un certain nombre de chefs suprêmes de l'armée américaine, se passent des messages bizarres, parce qu'en réalité, ils préparent un coup d'État, en tout cas un coup de force pour renverser le président et l'obliger à démissionner, parce qu'ils sont en désaccord, évidemment, avec cette politique de détente. Alors le film va être l'occasion d'une grande leçon d'instruction civique. Et je dois dire aussi que John Frankenheimer, c'est un très très bon filmmaker, comme on disait à Hollywood, c'est-à-dire un faiseur de films qui maîtrise parfaitement son art. Je te donne la parole, cher Dominique. Le film commence avec une manifestation devant le Capitole à Washington, devant le Capitole et non pas... Tourne le bouton du son. non pas dans le Capitole comme on a pu le voir au mois de janvier dernier, mais devant le Capitole, avec des pro-présidents et des anti-présidents, donc des gens qui sont favorables à la détente avec l'URSS et d'autres qui au contraire continuent à le considérer comme étant l'ennemi numéro un. Et puis à un moment donné, ils défilent en parallèle, et puis à un moment donné, il y a un affrontement, et je trouve que c'est pas mal pour démarrer le film, parce que ça montre bien que le débat qui oppose le chef d'état-major et le président n'est pas un débat uniquement dans les hautes sphères des États-Unis, mais que c'est un débat qui est transversal, qui est partagé par l'ensemble de la société. Donc cette scène d'ouverture du film, je trouve, ancre bien le propos de Frankenheimer dans les États-Unis du début
début des années 60. Alors le film effectivement fonctionne un peu à la manière hollywoodienne dans l'instruction civique, c'est-à-dire que tout est fait pour magnifier le rôle de Kirk Douglas, qui est un officier, mais pas au niveau des généraux, hein. C'est un officier d'état-major, genre Colonel, un colonel, voilà, qui au départ est très inféodé, parce qu'il applique la discipline, et donc il est très inféodé à son chef, le général Scott, et puis au fur et à mesure que le film avance et qu'il découvre l'ampleur du complot, il se range du côté du président et il rompt le lien hiérarchique qui lie le colonel à son général. Moi, Kirk Douglas, je trouve, en rajoute un tout petit peu dans le côté jugulaire. Il est très raide, mais bon, ça fonctionne bien dans le film. Je trouve ça un tout petit peu appuyé. Moi, le personnage que j'ai préféré, c'est effectivement celui du président, parce que au départ, on le présente un peu comme un mou, ou on peut l'interpréter comme un velléitaire. Et dans un deuxième temps, c'est quelqu'un qui reprend le dessus, mais on se dit qu'il va essayer de tirer les vieilles ficelles du rapport de force pour faire chuter par n'importe quel moyen le général. Et dans un troisième temps, il s'affirme complètement par rapport à ses propres valeurs, et chez lui, la fin ne justifie pas les moyens. Il y a un débat interne, on ne va pas révéler le moyen, mais il pourrait avoir une façon, un moyen de pression assez... concernant la vie privée de Scott. Concernant la vie privée du général, et finalement, il le remet au sens propre dans le tiroir du bureau ovale de la Maison Blanche, et il est simplement dans un duel de type western, hein. Finalement, on pourrait être dans un western façon Sergio Leone, avec les deux adversaires qui avancent l'un vers l'autre, et là simplement c'est le général qui avance vers le président dans le bureau de la Maison Blanche, et ils ont une discussion qui est une discussion d'une grande violence verbale, et où le président fait valoir ses valeurs, et où finalement il met KO. Évidemment, c'est un film, donc ça doit se terminer du côté du bien, donc il met KO moralement et politiquement le général. Beaucoup de second rôles aussi très bien interprétés autour du président, ses amis là, il y a un sénateur qui est on va dire le soutien affectif du président. Il y a une proximité, une complicité humaine, et c'est pas simplement son conseiller au sens administratif du terme. Et il y a là quelque chose qui est intéressant sur la façon dont le pouvoir fonctionne. C'est-à-dire que bien sûr, c'est le président qui prend les décisions, c'est lui qui tranche, c'est lui qui arbitre, mais l'intérêt du film, me semble-t-il, c'est dans l'analyse du processus de décision. Je trouve que c'est le point fort du film, et là, c'est ce lent cheminement du président qui, à un moment donné, peut-être n'est pas assez résolu, et on se dit peut-être il va refuser le combat. Et puis, plus le film avance, plus il s'auto-persuade lui-même qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences. Et donc, il y a un duel politique, mais un duel à mort. Oui, mais merci Dominique. Tu as évoqué le début du film où ils en viennent aux mains, les partisans de l'initiative de détente du président des États-Unis et les adversaires qui soutiennent la position dure, tranchée du général Scott. Et je dois juste dire que on est en 64, du côté de la France, il y a la nouvelle vague qui est venue, mais c'est filmé caméra à l'épaule, et à l'époque les caméras étaient particulièrement lourdes. On n'avait pas tous les Steadicam et d'autres moyens de caméras techniquement très performantes et très allégées.
Cette caméra à l'épaule est au cœur même de la rixe entre les citoyens qui s'opposent. Et c'est une scène filmée de façon formidable. Donc on voit que c'est pour ça que j'ai dit que c'est un filmmaker, John Frankenheimer, parce qu'il pourrait aussi bien filmer un film à la sauce Nouvelle Vague, n'est-ce pas, qu'un film plus classique. Donc c'est vraiment de la belle ouvrage. Et puis ce qui est formidable aussi, il y a toujours ce montage invisible, comme on dit, comme disait André Bazin pour les films américains, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte des ruptures de temps et que le temps de la projection donne le sentiment qu'on est dans le temps de la continuité de l'action. Le film dure 1h50 alors que l'action se déroule sur plusieurs semaines, et dans plusieurs lieux différents. La deuxième chose, c'est que le film, il faut quand même aussi voir historiquement, il sort en 1964, c'est-à-dire un an après, justement, l'assassinat d'un président. Tout le monde sait déjà, ceux qui sont, en tout cas un peu spécialistes des USA, savent que ce n'est pas uniquement l'œuvre d'un tireur ou d'un tueur isolé, comme l'assassinat de Kennedy. L'assassinat de Kennedy, comme le prétend déjà les résultats de l'enquête policière. Il a été tué à Dallas, au Texas. Bien sûr, ce n'est pas des militaires, ça doit être probablement des gens en instrumentalisant une partie de la mafia américaine liée aux groupes multinationaux du pétrole. Mais c'est justement un an après, et que 64, il faut le savoir aussi, que c'est 2 ans après la crise des fusées de Cuba en 1962, où on était pour une des rares fois dans cette période de la guerre à 2 doigts de basculer dans le conflit armé ouvert, n'est-ce pas? Et donc c'est l'occasion de créer des hypothèses sur une éventuelle insubordination de l'armée. Le film nous montre qu'il y a même une base secrète qui est tellement secrète qu'elle est inconnue du président, méconnue des officiers supérieurs d'état-major. Oui, il y a un petit côté science-fiction là, voilà, dans la façon de filmer la base. Oui, la base. Elle a un côté lunaire finalement. Voilà, presque, mais qui est très intéressant, et surtout, c'est intéressant de voir que ce qui n'est pas forcément la réalité dans la vie appliquée et concrète des USA, mais les bons sont fidèles au principe de légitimité et de respect de la légalité, et les méchants, c'est ceux qui veulent faire un coup de force. Alors, d'une certaine manière, ce film anticipe aussi la réalité future. Bien sûr, c'est un homme d'affaires et ce n'est pas un général qui est devenu président des États-Unis, mais le film anticipe dans la mesure où il nous montre ce qui aurait pu arriver si un président incontrôlable qui est un peu aveuglé par des obsessions personnelles, prend le pouvoir. Et comment ne pas penser, comme Dominique l'a évoqué, aux événements qui sont déroulés en janvier. On est en mars, c'est-à-dire il y a moins de 3 mois. Le 6 janvier 2021. Il y a moins de 3 mois. Nous sommes aujourd'hui le 24 mars, donc, et ça paraît déjà si loin, le 6 janvier, mais on est passé à 2 doigts aussi d'un certain basculement aux États-Unis. Il faut rappeler que 64, c'est encore la grande époque de l'URSS, où elle est très sûre d'elle, et elle caresse encore le rêve de faire jeu égal avec les États-Unis, parce qu'on était dans une compétition de leadership qui sera illustrée par la conquête spatiale, Sputnik. avec Sputnik qui avait eu lieu du côté de l'URSS 6 ou 7 ans, 57. 57, le premier. Et la chienne, 58. C'est ça, Et tu te souviens du nom de la chienne, la pauvre Laïka, je crois. Non, c'était pas Laïka. La Laïka. Laïka, oui, c'est ça. Et puis Gagarine, c'est 61, le premier cosmonaute qui fait une rotation dans l'espace. Donc là, l'URSS était très, très en pointe sur
le plan scientifique. Et le film s'inscrit vraiment là-dedans. Hein. C'est pour ça qu'il faut absolument le relier à tout ça pour comprendre un peu le processus de création de Frankenheimer qui était vraiment dans cet affrontement. Moi, je me souviens que il y avait des professeurs de russe au lycée où j'étais qui encourageaient vivement à faire du russe parce qu'ils disaient c'est la langue de l'avenir. Hein, donc en 64, on croyait encore que l'URSS pouvait être un vrai compétiteur. Et après, ils se sont effondrés. Et après, ils ont mis encore de 64 jusqu'à 89, jusqu'à 91, la fin de l'URSS pour s'écrouler. Mais là, ils étaient encore en pleine lumière. Encore 27 ans, oui. Et ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est au fond le rappel de ce que est et de ce que doit être, surtout en période de crise, le fonctionnement des institutions américaines. Bien sûr, c'est montré aussi, non pas à travers une histoire qui se déroule que en montrant les relations du président avec le Congrès, le Sénat, les médias, mais qui montre les coulisses. Et dans les coulisses, on voit que à l'intérieur même du Sénat, il peut y avoir des gens qui peuvent soutenir activement un chef d'état-major potentiellement séditieux, comme on dit, qu'il y a certains médias qui sont au service de ce projet de sédition et que c'est l'incarnation de la démocratie américaine, c'est-à-dire le président des USA, qui, dans son respect de la séparation des pouvoirs, eh bien, est la caution pour ne pas piétiner la légalité institutionnelle et que le film milite en quelque sorte, c'est un plaidoyer aussi, pour le respect des formes démocratiques. C'est un film qui est très intéressant parce qu'évidemment, dans la réalité, les choses sont beaucoup plus complexes. Il n'y a pas des tout noirs, les soviétiques ou certains qui sont un peu potentiellement séditieux à l'intérieur même du système américain et les autres. Et c'est vrai que le film n'hésite pas à montrer ce qui pourrait, comme tu l'as très justement dit, au départ apparaître comme une faiblesse du président, s'entourer d'amis fidèles mais qui ont leurs défauts. Il y en a un qui est un peu alcoolique, il aime bien le whisky, dirons-nous, ce qui n'est pas un grand péché quand même, il faut aussi le dire. Tout péché miséricorde. Voilà. Et, mais pourtant, ce sont des gens fidèles, pas seulement à un président, mais fidèles à l'esprit et à la forme des institutions. C'est pour ça que 7 jours en mai de John Frankenheimer est un film vraiment à voir. Et je sais qu'on peut le trouver sur Amazon. Et il faut un peu regarder. Nous n'avons pas trouvé le nom des plateformes, mais je suis persuadé que vous toutes et tous, chères spectatrices et chers spectateurs, je n'aime pas l'écriture inclusive, mais vous voyez, en disant chères spectatrices et chers spectateurs, on respecte les différences de genre sans être dans l'exclusion. On est aussi dans l'inclusion. Eh bien, je suis persuadé, disais-je, que vous aurez un immense intérêt et plaisir à voir ce film joué par des acteurs et une actrice, Ava Gardner, formidable. En mots encore, en 1965, Stanley Kubrick va sortir le film Docteur Folamour, qui lui aussi va reprendre ce thème d'un général fou qui, lui, va déclencher le conflit nucléaire. C'est un film superbe et on a consacré une suggestion au Docteur Folamour, Docteur Love, pour reprendre le titre anglais. Je te remercie beaucoup, Dominique, et je te laisse le mot de la fin. Je parle le mot de la fin, on pourrait le faire autour de l'idée du poids de l'industrie de l'armement, puisque c'est aussi un des éléments du film. Hein. Si le général est prêt à faire un coup d'État, c'est aussi pour défendre l'intérêt de l'armée dans l'ensemble de ses compétences, y compris technologiques. Et du complexe militaro-industriel. Il ne veut pas perdre l'ascendant qu'il a auprès du président, et il a l'impression qu'un traité de paix va marginaliser l'armée. Et je pense que c'est aussi
un des ressorts de l'intrigue de ce film. Eh bien, merci beaucoup, cher Dominique. À très bientôt dans une prochaine suggestion en duo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Merci. Au revoir.